Aujourd'hui, je te parle des objectifs. Qu'est-ce que tu vas regarder comme caractéristique pour choisir l'objectif qui conviendra à tes besoins, que ce soit pour un tournage en location ou pour acheter un objectif. Admettons que tu as déjà ta caméra et tu dois choisir un objectif. Et tu ne sais pas où donner de la tête parce que tu as plein d'objectifs différents, avec des caractéristiques différentes, plein de prix. Tu ne sais pas quoi choisir. Je vais tout expliquer point par point. Première caractéristique à prendre en compte, l'image circle. Image cycle. Bon, l'idée de l'image circle, c'est tout simplement d'avoir un objectif qui va couvrir correctement la taille de ton capteur de caméra. Très simplement, le capteur, c'est la surface qui reçoit la lumière de l'objectif et qui va matérialiser l'image. On appelle ça la surface sensible. Peu importe que cette surface soit une pellicule ou une matrice de photosynthèse CMOS. Parce que oui, tu as différentes tailles de capteurs de caméra et tu as différents objectifs qui sont faits pour des capteurs plus ou moins grands, plus ou moins petits. Parfois, les constructeurs sont sympas, ils vont te préciser l'objectif, il est full frame. Donc ça veut dire que si tu as une caméra full frame, a priori, ça va être compatible. Mais parfois, on te dit pas. Parfois, ils te donnent juste l'image circle. Ouais, débrouille-toi avec ça. Alors, petit prérequis, est-ce que tu connais la taille du capteur de ta caméra ? Est-ce que c'est un full frame ? Est-ce que c'est moyen format ? Est-ce que c'est Super 35, micro 4 tiers, APS voilà. Il faut que tu saches. Admettons, j'ai mon GH5S, je fais une recherche. Ok, capteur micro 4 tiers. Micro 4 tiers, c'est quoi ? C'est un capteur de 17,3 mm par 13 mm. Donc là, il faut s'imaginer un rectangle qui s'inscrit dans un cercle. Du coup, de combien doit être le diamètre de ce cercle, l'image circle, pour correspondre exactement aux dimensions du capteur micro 4 tiers. Si le rectangle s'inscrit exactement dans le cercle, alors la diagonale du rectangle correspond au diamètre. Donc on a juste à calculer la diagonale de notre capteur. Donc comment on calcule une diagonale ? Bon imagine la diagonale, déjà ça nous fait deux triangles rectangles. Triangle rectangle, j'invoque le théorème de Pythagore. On prend la longueur qu'on met au carré, qu'on additionne à la largeur qu'on met au carré aussi, et on fait la racine carrée du résultat. Et ça nous fait une diagonale de 21,6 mm. Ça veut dire que si tu cherches un objectif micro 4 tiers, il faut qu'il ait un image circle de 21,6 mm au minimum. Imagine, tu as un appareil full frame, par exemple la 7S3. Ta diagonale, c'est 36 au carré plus 24 au carré. Tu prends la racine carrée de la somme de ces trucs-là et ça te fait 43,3 mm. Là, par exemple, j'ai un kata zoom. Si tu vas en ligne, des Edo, le constructeur est sympa, il te dit que c'est du full frame. Mais il te dit aussi que son image circle, c'est de 43,5 mm. Donc cette optique est parfaitement adaptée à la 7S3. Maintenant, on va quitter le monde magique des bisounours. Qu'est-ce qui se passe quand ton optique a une image circle qui est trop petit pour le capteur trop grand de ta caméra ? On a toute une portion du capteur qui ne va pas recevoir de lumière du tout. L'absence de lumière, c'est du noir. L'image va donc se traduire au mieux par des coins sombres, ce qu'on appelle du vignettage, et au pire des cas, on va vraiment voir l'image circle de l'objectif dans notre image, quoi. Alors sache que sur certaines caméras, tu peux électroniquement adapter la taille du capteur. Sur la Blackmagic 4K et bien sûr d'autres caméras, tu peux forcer l'appareil à utiliser des dimensions de capteur plus réduites. Et donc que ça matche ton optique. C'est pratique, par exemple, si tu veux utiliser des optiques de caméra à 16 mm sur une caméra numérique. L'inconvénient, c'est que tu auras moins de pixels. Maintenant, on prend le cas inverse. Qu'est-ce qui se passe si je prends un objectif qui a un grand image circle que je mets sur un petit capteur ? On va prendre un objectif full frame, le kata zoom, qu'on va mettre sur un capteur Super 35, la Ursa G2.
Le Super 35 de la Ursa G2, c'est exactement de 25,3 mm par 14,25 mm. Et du coup, sa diagonale, elle est de 29 mm, non pas de 43,5 mm. C'est bien plus petit que le full frame. Est-ce que ça dérange? Non, le capteur est toujours couvert en entier. Par contre, on ne transmet qu'une portion de l'image circle de l'objectif. Pour une même focale, plus ton capteur est petit, et plus l'angle que tu captes de la scène se resserre. Et ce, quelles que soient les dimensions de l'image circle de l'objectif, à partir du moment où il couvre la taille du capteur. Alors, regarde, là j'ai un 35 mm sur l'A7S III full frame. On a un angle de champ large. Tandis que si on passe sur le GH5S, capteur micro 4 tiers, on va avoir un angle de champ plus resserré. Et si on passe sur la XF100 qui a un minuscule capteur de 1/3 de pouce, on est encore plus resserré. La focale est toujours la même, la distance de mise au point est toujours la même. Ce qui change dans ces images qu'on peut superposer d'ailleurs, c'est seulement la taille du capteur entre les caméras. Ce qui fait qu'on ne capte pas le même angle de champ. Ce qui change, c'est la quantité de ce que tu vois à travers les différentes tailles de capteurs. D'où la relation angle de champ alpha égale 2 arcs tangentes de dimension de capteur sur 2 fois la focale. Redit différemment, l'angle de champ, ce que tu captes de ta scène, est-ce que c'est plus ou moins large ou étroit, ça dépend autant de la focale que des dimensions du capteur. À partir du moment où un objectif qui a un grand image circle peut faire le job sur toutes les caméras, quel inconvénient? En fait, on aurait à utiliser cet objectif sur des formats plus petits. Si on compare des objectifs d'une gamme similaire, mais avec des images circle différents, tu vas constater que celui qui a le plus grand image circle est bien plus cher. On va payer plus cher un objectif full frame qu'un objectif micro 4 tiers. Comme l'image circle est plus grand, il est plus gros, il est plus lourd. On verra que ça pose des problèmes. Et comme il n'est pas fait pour concentrer la lumière sur un capteur plus petit, on a plein d'espace dans l'objectif qui ne sert à rien. Donc on a en plus des performances en ouverture qui ne sont pas très intéressantes. Et enfin, mon dernier argument, c'est que tu te retrouves pas, au final, dans les valeurs de focale, d'angle de champ que toi tu veux. Parce que si tu utilises un full frame standard 24-70 sur ton micro 4 tiers, le 24-70, ça sera pas des courtes focales. Ça sera de la longue à très longue focale. Oui, là, pour de la courte focale, tu auras plutôt intérêt à aller chercher des optiques qui sont conçues pour la taille de ton capteur. Ou alors des surfaces de capteur qui se rapprochent de ton capteur. C'est là tout l'intérêt d'utiliser des objectifs APS-C sur du Super 35. Je prends mon vieux Canon 1200D, qui a une optique APS-C entrée de gamme de chez entrée de gamme, et je la monte sur l'Ursa G2. L'optique elle-même est pas folle, ça sera pas dur de trouver mieux, mais l'avantage c'est qu'on a des courtes focales qui s'adaptent très bien à ce capteur de caméra. Les seuls avantages que je peux trouver à utiliser un objectif plus grand que le capteur, ça peut être pour la résolution spatiale, ou éventuellement pour aller chercher des très gros plans. Donc si je veux acheter un objectif de DZO pour la Ursa G2 en capteur Super 35, le Catazoom c'est peut-être pas l'idéal. Si vraiment je veux une optique DZO, je vais plutôt m'orienter vers le Pictor Zoom, ou la série Tango, qui a également un image circle de 31,5 mm. Je te cite cette marque, mais il y a plein d'autres marques entrée de gamme, comme il y a plein de marques très haut de gamme, que ce soit en Super 35 ou en full frame. La monture, c'est ton système d'accroche de ton objectif vers ta caméra. Ton objectif a une monture, ta caméra a une monture. Là-dessus, chaque marque, chaque constructeur a sa propre monture, et souvent même plusieurs montures. Tu prends Canon, ils ont la monture EF, leur monture récente, c'est la RF, leur plus vieille, c'est la FD pour les argentiques. Ils ont eu le FM pour leurs premiers hybrides. Donc tu vois, pour une même marque, il y a plein de montures différentes, et dans toutes celles que je viens de citer, aucune n'est compatible directement avec l'autre. C'est à chaque fois des systèmes d'accroche différents. Une question que tu pourrais te poser, c'est est-ce que le nom de la monture, elle correspond aussi à une taille de capteur correspondante? Dans certaines gammes, oui, parfois pas du tout.
Pour la monture micro 4 tiers, c'est limpide, c'est le nom du capteur, micro 4 tiers. Bon. Ensuite, chez Sony, ils ont la monture E. Mais par exemple, pour te préciser que tel objectif doit être monté sur du full frame, ils vont te l'appeler FE. Alors, à ma connaissance, chez Canon, il n'y a que l'EFS que tu peux monter sur l'EF. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pu te montrer un APS-C sur une monture EF. C'était compatible. Si on prend la monture PL, qui est la monture la plus utilisée pour les optiques de cinéma, tu as aussi bien de la monture PL pour du super 35 mm que du full frame, que du super 16. Voilà. Parfois, il y a des subtilités, il faut se renseigner. C'est quoi la monture de ta caméra? C'est quoi la monture de ton objectif? Heureusement, pour un même modèle, le constructeur peut te proposer différentes montures. C'est là où il faut bien choisir. Le Catazoom, qui est une optique en monture EF, je peux la mettre sur le Sony A7S III qui est en monture E si j'utilise une bague de conversion. Ça ressemble à ça, c'est un Metabone. Jack. Et là, maintenant, je peux utiliser mon Catazoom qui est full frame sur un appareil full frame. Donc là, je vais pouvoir en plus profiter de tout l'image circle offert par cet objectif. Donc ces bagues de conversion, elles sont particulièrement utiles si tu utilises des objectifs vintage. Tu as des vieux objectifs d'appareils argentiques qui coûtent pas cher. Moi, j'ai par exemple un Canon FD 50 mm qui ouvre à 1.4. Je l'ai payé à une brocante 10 €. Donc cette optique, je peux l'utiliser avec n'importe quelle caméra, pourvu que j'ai la bague d'adaptation qui va correspondre à la monture de ma caméra. Ce qui est très à la mode ces dernières années, c'est les objectifs Helios. Donc c'est des objectifs des années 60, soviétiques, qui ont un beau flou tourbillonnant, sauf qu'ils sont en monture M42. Donc, si tu as un objectif Helios, prends une bague de conversion M42 vers la monture de ta caméra. La première monture qui est écrite, c'est la monture côté objectif, et derrière, c'est la monture côté caméra. Le problème des adaptateurs, des Metabones et compagnie, c'est que tu peux pas transmettre les infos de mise au point automatique entre l'optique et la caméra. Cela dit, il existe des bagues un peu spéciales qui ont des options intelligentes. Le Speed Booster, par exemple, en plus de convertir la monture, te permet de recouvrer un angle de champ plus large avec un certain ratio. Si tu es habitué à l'angle du 35 mm full frame, le Speed Booster va te permettre de garder un angle de champ plus large si tu passes sur un capteur plus petit. Et l'autre intérêt, c'est que le Speed Booster va utiliser la partie négative de l'objectif trop grand pour concentrer la lumière sur le capteur, ce qui va te permettre de gagner un diaph. Là, tu vois, j'ajoute le Speed Booster au GH5S, et je monte dessus une optique EFS pour APS-C qui ouvre à 2.8. À la place d'ouvrir à 2.8, je peux maintenant ouvrir à 2. Entre 2.8 et 2, j'ai un diaph de différence, et un diaph, c'est 2 fois plus de lumière. Maintenant, dans le cas contraire, où l'objectif ne couvre pas toute la surface du capteur, on a un appareil qui s'appelle l'Expander. L'Expander, il va avoir l'effet inverse, plutôt que d'avoir un facteur de 0,7, il va par exemple avoir un facteur de 1,5. En gros, c'est une lentille qui va te permettre de couvrir un peu plus le capteur de ta caméra. Mais ça va se traduire par une perte de diaph. Autant les bagues de conversion mécanique, ça va coûter une cinquantaine d'euros, autant là, ce que je te dis sur les Speed Boosters, ça va coûter au moins 500 €, et sur les Expanders, ça va coûter au moins 1000 €. Alors je parle toujours de focale par-ci, focale par-là, c'est quoi la focale? La focale, la distance focale, c'est la distance en millimètres entre la lentille de l'objectif et le plan film, la surface sensible, le capteur quoi. On peut avoir un objectif qui a une focale fixe, 35 mm, 50 mm, etc. Ou on peut avoir un objectif à focale variable, c'est-à-dire un zoom. Là, par exemple, ce Catazoom, il couvre le 70 mm jusqu'au 135 mm. 70 jusqu'à 135, c'est la longue focale.
C'est quoi ces histoires de longues et de courtes focales? La focale, c'est ce qui nous permet d'avoir un angle de vision plus ou moins large ou resserré. Quand tu utilises une courte focale, tu as des lignes de fuite extrêmement marquées, tu peux avoir aussi des déformations, alors qu'en longue focale, tu vas avoir l'impression que la personne, elle ne se rapproche jamais de l'objectif, parce que la perspective est trop écrasée. Donc ça, c'est les bases qui sont très connues, très bien comprises en général. Ce qui l'est moins, c'est à quel moment je peux dire que telle focale, c'est de la courte ou de la longue focale. Parce que le truc, c'est que c'est pas du tout la même chose selon le capteur que tu utilises. Cette propriété-là, elle est liée à la focale standard, la focale normale. C'est la focale pour laquelle on recrée les conditions de la vision humaine. Et cette focale normale, elle correspond sensiblement à la diagonale du capteur. Encore cette diagonale de capteur. Donc cette focale normale, c'est une focale de référence. Ce qui va être en dessous va être considéré comme de la courte focale, et au-dessus de cette focale normale, ça va être de la longue focale. Pour le cas du full frame, on prend la diagonale du capteur 43 mm, ça va aussi correspondre à la focale normale. Si j'utilise un objectif 35 mm full frame, ce 35, il est en dessous de la focale normale, c'est pour ça qu'on est sur de la courte focale. Alors que sur le micro 4/3, la diagonale est seulement de 21 mm. Donc mon objectif, qui a une focale de 35 mm, il est carrément au-dessus. C'est pour ça qu'on va avoir l'impression que c'est de la longue focale. Tout ça pour te dire qu'on n'a pas les mêmes références de focale selon la taille de capteur qu'on utilise. Le zoom le plus répandu pour une caméra micro 4/3, ça va être le 12-35 mm. Là où en full frame, ça sera une optique 24-70 mm. En soi, si tu me dis que tu tournes avec un objectif 50 mm, je peux pas me représenter ce que ça va donner à l'image. Qu'est-ce que je vais capter de ma scène, parce que c'est complètement différent selon les dimensions de capteur que tu utilises. Il y a quelque chose que dit James Cameron dans sa masterclass, que j'aime beaucoup. En tant qu'humain, nos yeux ont toujours la même focale. Par contre, notre cerveau fait un découpage, et lui utilise différentes focales. Imagine que tu es là devant une assemblée, t'imagines tu as un plan large, tu vois, tu dis ton speech, je sais pas, et là tu as quelqu'un qui attire ton attention. Tu vas pas te déplacer physiquement forcément, tu vas rester au même endroit, mais dans ta tête, tu auras très bien vu cette personne sourire, tu auras fait un gros plan. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que notre cerveau, il fait un découpage, il utilise différentes focales. Quand on découpe, quand on fait un film, on reproduit cet effet-là. Il faut être conscient que ton objectif, il a une distance minimum de mise au point. Ça veut dire que tu ne pourras pas faire le point en dessous de cette distance. Si ta MOD, minimum object distance, c'est 30 cm, tu ne pourras pas faire ta mise au point à 20 cm. Ça sera forcément flou. Si tu veux filmer, photographier des insectes, des figurines de très près, il te faudra un objectif macro. L'objectif macro, il te permet vraiment de coller ton objectif à quelques centimètres de ton sujet et de faire des très gros plans dessus. Il y a un autre problème, le phénomène de pompage. Un très léger changement de focale pendant le changement de la mise au point. Pour de la vidéo, même en général, quand on fait un changement, une bascule de point, c'est pas que pour faire le point, ça peut être esthétique, et on n'a pas forcément envie d'avoir ce pompage, d'avoir ce petit zoom ou ce petit dézoom. Sur des optiques de qualité, plus chères, ce pompage il peut être minimisé, voire complètement absent. Je pense que le Catazoom, il n'a pas de pompage quand tu fais la bascule de point. Les performances de la mise au point automatique, elles dépendent de ton boîtier. Les appareils les plus récents de Sony, Canon, Nikon, Fuji ont tous des mises au point automatiques très intelligentes et performantes. Maintenant, si tu veux que ça fonctionne, il te faut un objectif électronique qui a une monture native de ta caméra. Mon avis sur la mise au point auto, c'est que ça peut être très pratique dans certaines situations, comme là, tout de suite, tu vois, je suis tout seul, j'ai pas de cadreur, je suis bien content d'avoir une mise au point auto. La mise au point auto, ça peut être très pratique si tu fais des suivis de personnages comme ça sur stabilisateur. Je trouve que c'est pratique dans certaines situations, mais ça ne remplacera jamais la mise au point manuelle. Que ce soit en fiction ou en documentaire,
Faire la mise au point, c'est un choix esthétique, artistique, c'est pas que technique. Parce que en auto, tu vas faire le point sur le sujet le plus évident, la personne qui parle. Quand je filme, parfois, j'ai pas forcément envie d'avoir le point sur la personne qui parle. J'ai envie de m'intéresser à un détail dans l'image, peut-être la personne qui est de dos, pour transmettre quelque chose d'inquiétant ou de mystérieux. Fait de ce paramètre une vraie intention artistique plutôt qu'un choix par défaut contrôlé par ta caméra. Tu sais que le choix de l'ouverture, c'est extrêmement important et que ce choix, il dépend des possibilités offertes par ton objectif. Si je tourne de nuit avec un objectif qui ouvre à 4, c'est pas assez. Il me faut un objectif qui ouvre à 2.8, 2, 1.8, voire 1.4. Dans ma vidéo sur les ouvertures, je te prends même l'exemple de Kubrick qui utilise un objectif qui ouvre à 0.7. Va voir cette vidéo si tu ne l'as pas encore vue. Si je prends le kata zoom, c'est écrit T2.9. Donc T2.9, c'est son ouverture maximale. F, c'est l'ouverture géométrique, alors que T, c'est l'ouverture qui prend en compte l'absorption des lentilles. Donc c'est en fait une valeur d'ouverture plus fiable que la notation F. Mais en soi, c'est kiff-kiff. Hein. Plus ton nombre d'ouvertures est petit, et plus tu captes de lumière. Donc entre chaque valeur qu'on appelle un diaph, tu laisses passer ou tu bloques 2 fois plus ou 2 fois moins de lumière. Si tu passes de 5,6 à 4, tu ouvres d'un diaph. Tu gagnes 2 fois plus de lumière. Ce qui fait de cette suite non pas une suite arithmétique, mais une suite géométrique avec une multiplication de racine carrée de 2 entre chaque valeur. Comme racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2, tu as en vrai des variations de x2 du nombre d'ouvertures quand tu sautes un diaph. Un 4 x 2, 2, 8, 2, 8 x 2, 5, 6, 5, 6 x 2, 11. 2 x 2, 4, 4 x 2, 8, 8 x 2, 16. Mais dans ce sens-là, n'oublie pas que ce n'est pas un gain, c'est une perte de lumière. Donc tu divises à chaque fois la lumière par 4. Les objectifs entrée de gamme, tu vois, c'est autour de 3, 5, 4, 5, 6. Alors que les objectifs qui commencent à être de qualité, bah, c'est 2,8 quoi. Et de passer de 3,5 à 2,8 d'un objectif à l'autre, ça peut justifier une différence de prix assez énorme. Et c'est d'ailleurs l'intérêt des caméras broadcast, de reportage, les caméras de point, c'est que le capteur qui est tellement petit, 1/3 de pouce, 2/3 de pouce, 3/4 de pouce, etc. C'est tellement petit que l'objectif, il concentre facilement la lumière dessus. Donc tu peux avoir des ouvertures qui sont intéressantes, autour de 2, même 1,8. Et inversement, plus tu vas vers des tailles de capteurs grandes, et plus c'est dur de trouver des objectifs qui ouvrent bien et qui vont être pas chers. D'où l'intérêt, si tu es en full frame, de considérer des vieux objectifs argentiques, parce que là, tu peux avoir des ouvertures intéressantes, pour des prix raisonnables. Un autre truc qui joue sur le coût, j'ai par exemple un étudiant qui me demandait pourquoi mon objectif, il ouvre à 3,5, et quand je zoome, l'objectif se ferme. Si tu regardes bien, ça va être peut-être noté sur l'objectif 3,5, 5,6. 3,5, c'est la valeur d'ouverture max pour la focale la plus courte, et 5,6, ça va être l'ouverture max pour ta plus longue focale. C'est le phénomène qu'on appelle le ramping. Autant en photo, on peut se débrouiller avec un objectif qui a du ramping, autant en vidéo, c'est lourd, c'est un enfer. Parce que quand tu as un zoom, tu as envie d'être sur les mêmes niveaux d'exposition et de pas t'embêter avec trop de réglages comme ça. Je veux dire, tu es là, tu es au 24 mm, tu zoomes, et là tu perds un diaph. Faut que tu compenses avec la sensibilité, le look de l'image va être différent. Bon, tu vois, ça peut être embêtant. Si tu fais de la vidéo, moi je t'encourage à avoir un objectif qui a une ouverture constante sur sa plage de focale. Et selon le prix que tu es prêt à mettre, donc tu laisseras passer plus ou moins de lumière vers ton capteur. Les optiques n'ont pas forcément le même piqué, la même résolution, ni le même look, le même rendu. Le type de lentille qui est utilisé dans l'optique, sphérique, asphérique, anamorphique,
ça va pas te faire le même rendu. Parmi les objectifs qui ont un look très marqué, reconnaissable entre mille, ce sont bien sûr les objectifs anamorphiques. Et pour citer la marque la plus connue, Panavision, qui a traversé les décennies au cinéma, avec, du plus ancien au plus récent, les Panavision série C, série E, série G et série T. La particularité de l'anamorphique, c'est le principe, c'est qu'on garde la même taille de capteur, mais on met plus d'informations en largeur. Parce qu'il y a une compression qui se fait à la prise de vue, en horizontale. Ça va seulement être pendant la projection qu'on va désanamorphoser, étirer l'image, pour la rendre plus large. En numérique, on peut faire ce desqueeze, cet étirement de l'image, soit directement à la caméra à la prise de vue, soit en post-production. C'est vraiment un dispositif qui est fait pour agrandir ta vue sur les côtés, pour faire simple. D'ailleurs, le créateur, Henri Chrétien, avec l'hypergonard, l'a inventé pendant la Première Guerre mondiale pour agrandir la vue du périscope de tank pour voir sur 180 degrés. Et l'hypergonard, c'est cette lentille que tu mets devant l'objectif pour compresser ou décompresser l'image. Plus le ratio compression-décompression est important, et plus le cadre s'allonge en même temps que les déformations des points images. Mais c'est là tout le charme, de l'anamorphique. C'est que les bokeh vont être très particuliers, en forme d'ovale, ainsi que les flares. Si tu regardes Die Hard ou je ne sais quel film tourné en anamorphique, tu vois tout de suite ces effets de flares ovales comme ça. Le look anamorphique, il vient surtout de ça. Si c'est juste pour avoir un format large, on pourrait très bien tourner en sphérique et cropper dans le capteur pour avoir ce ratio allongé. C'est pour ça que le Zeiss Master anamorphique, paradoxalement, c'est le meilleur en termes de qualité, mais c'est aussi celui qui est le moins intéressant artistiquement parce qu'il n'a aucun défaut. Ma conclusion, c'est donc que oui, l'anamorphique a une grande qualité, c'est d'ouvrir plus grand nos yeux, ou en tout cas plus large, mais si on l'aime vraiment, c'est surtout pour ses petits défauts. Et ça, c'est beau. Maintenant, pour revenir à des objectifs qui ne sont pas anamorphiques mais qui sont connus et reconnus, on a par exemple les optiques Cooke avec le Cooke Look. Si tu prends la série S4, ils sont bien contrastés, ils ont assez de détails et offrent une bonne reproduction des peaux. Là où le Cooke Speed Panchro a un aspect plus nébuleux avec un centre net et moins de détails sur les bords. Si on prend les optiques Harry Zeiss, c'est tout le contraire. Eux, ils visent la perfection, ou en tout cas la suppression de toute aberration géométrique ou chromatique. On veut une image aussi nette et propre que possible. Le problème qui se pose en numérique, c'est que de base, l'image produite est très sharp, surdéfinie, des contours très ciselés. Et donc c'est pour ça qu'en même temps, aujourd'hui, alors qu'il y a plus en plus d'optiques qui sont surdéfinies, on revient de plus en plus à des optiques vintage. Ou en tout cas, des optiques qui ont un look vintage. Notamment pour obtenir un bokeh, un flair, un flou un peu particulier, une ambiance un peu dreamy, crémeuse, ou même juste pour avoir un peu plus de douceur dans les contours. Je pense au Petzval 58, qui est utilisé dans le film Blonde, sur certaines séquences. Je pense à l'Helios 44.2 aussi, qui est revenu à la mode, et qui est très connu pour son effet de flou tourbillonnant. Il a par exemple été utilisé dans The Batman. Pour avoir un élément de comparaison, je te montre d'abord ce que ça fait avec un objectif Sigma qui est très clean. Puis je te montre ce que ça donne avec l'Helios 44.2, je te laisse admirer le flou en arrière-plan. C'est un flou qui vient de la combinaison de lentilles, ce n'est pas un objectif anamorphique. L'avantage par rapport aux objectifs reconnus du cinéma que j'ai cités, c'est que t'as pas besoin de vendre ta maison pour avoir un objectif. Même chose pour les objectifs argentiques Canon FD. Ils sont accessibles pour le commun des mortels. Donc un objectif peut avoir un rendu particulier, plus ou moins doux, plus ou moins contrasté, sharp, peut-être avec un bokeh un peu particulier. Et pour s'en rendre compte, il faut faire des tests. Ça se limite pas juste aux propriétés matérielles, techniques de diaph et de focale. Il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Qu'est-ce que l'optique va raconter, en fait ?
Pourquoi est-ce que cette optique Canon, qui a de meilleures caractéristiques que cette optique des ZO, pourquoi elle est moins chère? 70-200, 2.8, là 70-135, 2.9. Qu'est-ce qui fait que là j'ai une optique à 6 000 € et que là j'ai une optique à 2 000 €? Premier élément qui saute aux yeux, c'est le carrossage. Là, ce qui fait plaisir avec cette optique, c'est qu'on a des crans. Des crans sur la bague de mise au point, de focale et même de diaph. Et au-delà du crantage, ce qui est bien, c'est d'avoir une butée quand on arrive sur infini. Sur les optiques de photo, on a des bagues comme ça qui sont faciles à manipuler pour un opérateur ou un photographe seul. Le problème, c'est que je peux dérouler, ça s'arrête jamais. Le premier assistant opérateur, c'est la personne sur le tournage qui va être chargée de la mise au point. C'est une responsabilité. Donc pour faire la mise au point, soit il utilise un follow focus manuel près de l'optique, mais aujourd'hui on utilise la plupart du temps des systèmes HF. J'allume mon moteur, et là tu vois que j'ai le contrôle sur la mise au point. Le simple fait d'avoir des crans et une butée sur notre bague de mise au point, ça change la vie. On remarque aussi que plus tu te rapproches de l'objectif, plus la mise au point est difficile à faire à cause de l'espace de netteté qui se resserre et se resserre et se resserre. Pour contrer ça, les optiques ciné, elles te proposent des bagues moins sensibles, ou en tout cas tu dois dérouler, tu vois, pour faire bouger ta mise au point, surtout sur les premiers mètres. Là où, sur une optique photo, t'as à peine tourné la bague que la mise au point a reculé de 5 mètres, quoi. Cette optique, elle va convenir à un opérateur seul, qui va gérer sa mise au point tout seul et compagnie, qui va faire ses plans peut-être à la main. Tandis que si tu travailles en équipe, avec un premier assistant opérateur pour la mise au point, bon bah ça sera bien plus confortable d'avoir des crans, des butées et une optique au carrossage cinéma. Le poids et l'encombrement de ton optique va être aussi très important sur le support que tu utilises pour ta caméra. Tu as des optiques qui sont tellement lourdes que tu ne pourras pas toujours compter sur la monture pour soutenir tout le dispositif. Sur certaines caméras et certaines optiques, tu vas avoir besoin d'utiliser des tiges, des supports d'objectifs. Donc le poids et l'encombrement, c'est une donnée essentielle, surtout quand tu vas utiliser ta caméra sur un stabilisateur. Parce que quand tu as un objectif qui est encombrant, qui est grand, qui est lourd, soit il n'y a pas de place sur la nacelle, soit il est trop lourd pour la charge du stabilisateur. Donc vérifie et teste que ton ensemble caméra-objectif est plus léger que la charge supportée par ton stabilisateur, et que sa nacelle est bien sûr assez grande. Toujours dans la partie des détails qui tuent, il y a l'équilibre de l'optique elle-même, quand tu tournes une bague. Là, je suis sur 24, je passe à 105. Ça change complètement le centre de gravité de mon optique. Et là, je pense à cet étudiant qui voulait faire un top shot. Il ne pouvait pas faire un plan large parce qu'au 24 mm, ça tombait comme ça, tu vois. Et ça a bougé jusqu'à 70. C'est con, hein, mais c'est des détails à prendre en compte. Autre chose à prendre en compte, le diamètre de la lentille, non pas sur la compatibilité caméra, mais par rapport à la matbox ou au filtre que tu vas éventuellement mettre dessus. Si tu utilises des filtres ND qui se vissent, il faut que tu aies le bon diamètre de filtre ND. Là, c'est un 82 mm. Si je veux mettre un filtre UV, un filtre polarisant ou quoi, il faut qu'il soit circulaire avec un diamètre de 82 mm. Conclusion de cette partie, intéresse-toi aux caractéristiques physiques de ton objectif. Combien il pèse, est-ce qu'il est encombrant, quel diamètre frontal il a, parce que tout ça, ça va impacter les équipements que tu choisis autour, en fait. C'était un plaisir de partager tout ça avec toi. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Alors dis-moi en commentaire si tu as des questions ou des remarques. Et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.